Chasseurs de bonheur, bonjour. Dans ce nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche, nous allons aborder la rencontre. La rencontre avec le voyageur, ce voyageur qui va nous donner ses carnets de voyage, que nous allons ensuite suivre d'épisode en épisode, depuis l'état de nature, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, les temps contemporains, jusqu'à la vallée de Miel, où nous allons découvrir la formule du bonheur. Mais qui est donc ce voyageur? Pour le comprendre, revenons à l'épisode précédent. Vous vous souvenez, je suis assis, désespéré, sur un banc de pierre, incapable même d'entendre le chant de la fontaine Bethesda, et je ne crois pas le moins du monde au bonheur. J'ai écarté tous ces simulacres de bonheur, vendus au café du commerce philosophique du coin, qui confondent bonheur, plaisir, santé, confort, bien-être, et pourquoi pas placement immobilier. De même, j'ai écarté cette confusion beaucoup plus estimable du bonheur avec les béatitudes, la contemplation, l'extase, le nirvana, etc. Pour moi, assis sur ce banc de pierre, si le bonheur pouvait exister, il serait la réalisation complète de ma nature dans ce monde, avec ce corps, ici et maintenant, avec l'harmonie de je et de moi, et de ce moi avec l'énergie du monde. Mais je n'y crois pas. Je pense que nous ne pouvons pas échapper aux 4 malheurs qui assaillent l'humanité, les malheurs dus à la nature, tsunami, inondation, réchauffement, glaciation, maladies bactériologiques, virales, etc. Des malheurs dus à autrui, les crimes, les guerres, les totalitarismes, les tyrannies. Des malheurs dus à nous-mêmes. J'ai au fond l'idée que mon moi est haïssable. Et finalement, j'adhère à ce 4e malheur, l'idée que notre nature ne serait pas adaptée au bonheur. Et finalement, des êtres condamnés à mourir. Des êtres, peut-être, pour la mort. Ce qui d'un côté laisse libre cours aux prophètes de malheur et à ces philosophes du supermarché des idées qui nous vendent une vie médiocre en guise de bonheur. J'en suis là lorsqu'arrive le voyageur. Mais qui est-il? La première interprétation que nous allons voir maintenant est purement rationnelle. On peut immédiatement savoir ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un héros, encore moins un super-héros. Il n'est pas un prêtre roi, il n'est pas un sage qui serait sur son piédestal, qui vous dirait la vérité. Il n'est pas un maître de vérité. Il n'est pas non plus un dieu qui aurait pris l'apparence d'un prince. C'est un être humble. Je le décris même dans le livre comme un bonhomme. Un bonhomme âgé, mais un bonhomme, sans plus de précision. C'est un n'importe qui. Il est appuyé sur un bâton, je ne l'appelle pas une canne, parce que le caractère indistinct de ce personnage est global. Il a une besace, sans précision. Et il s'assoit auprès de moi, simplement, humblement, et il m'offre, gracieusement, du miel, de la vallée du miel. C'est important parce que si ce personnage humble, simple, a trouvé la vallée de miel, ça veut dire que nous pouvons tous la trouver. Ça veut dire que la vallée de miel est aussi disponible pour les Cosettes et les Gavroches du monde. Cela signifie que nous pouvons tous écarter les peurs et la culpabilité que nous vendent les prophètes de malheur. Cela signifie que nous pouvons aller découvrir la formule du bonheur et le sens de notre vie. Ce personnage incarne donc l'espérance. Il suffit d'utiliser notre raison pour découvrir le bonheur, puisqu'il l'a découvert. Et il en donne la preuve par ce miel qu'il nous donne, venu de la vallée de miel. C'est la première interprétation rationnelle de ce personnage. Mais nous pouvons aussi ouvrir une autre dimension, plus spirituelle, plus ésotérique. Cette seconde interprétation de qui est le personnage du voyageur est ouverte dès la rencontre. En effet, il m'offre du miel venu de la vallée de miel, mais
ce miel n'est pas seulement une nourriture terrestre, c'est d'abord une nourriture spirituelle. Et d'ailleurs, à chaque étape de son voyage, le voyageur va recevoir des miels différents, en relation avec les spiritualités de l'histoire de l'humanité qu'il rencontre. Et ce miel de la vallée de miel qu'il m'offre symbolise donc la plus haute spiritualité, celle que nous allons découvrir à la fin du voyage, celle qui va me permettre non seulement d'être heureux, mais en même temps, en étant heureux, de communier avec l'énergie créatrice du monde et avec mes frères en humanité. Cette seconde interprétation est appelée dès la rencontre. En effet, le voyageur m'offre du miel de la vallée de miel. Or, le miel, symboliquement, représente les nourritures spirituelles. Autrement dit, il m'offre les plus hautes nourritures spirituelles qui soient, celles qu'il a découvertes en allant au bout du chemin. Essayons d'aller encore un peu plus loin. Ce n'est pas le premier miel de notre histoire. Le premier miel de notre histoire apparaît dès le début du livre, au commencement du livre, donc au commencement de ma propre quête du bonheur. Rappelons-nous, je suis assis sur un banc de pierre et je me souviens du miel du pont de mon verre, du miel issu des ruchetrons. Or, nous pouvons constater que ce miel des ruchetrons, c'est le miel que notre voyageur va lui aussi découvrir dès le début de son voyage. Lui aussi se trouve assis. Et il se trouve assis et Marie va lui donner son premier miel. Et son premier miel, c'est le miel des ruchetrons. On peut encore aller un peu plus loin. Ce miel des ruchetrons, c'est le premier miel exploité par l'humanité à la préhistoire. Et donc on peut en conclure que ce miel des ruchetrons représente la première spiritualité de l'humanité. Lorsqu'elle ne connaît ni je ni moi, lorsqu'elle ne connaît pas le chemin du bonheur, lorsqu'elle ne connaît pas sa propre nature. Donc vous voyez qu'il y a un écho entre mon commencement, le commencement de l'itinéraire du voyageur, et le commencement de l'humanité. Ça nous éclaire un peu plus sur la signification de ce voyageur. Car ce voyageur, au départ, est comme nous, assis, comme je l'ai dit. Mais lui, il va se lever. Il va essayer d'aller trouver la vallée de miel. Il va accumuler dans sa besace tous les savoirs possibles pour évoluer spirituellement. Et enfin, dans la vallée de miel, il découvre la vérité de sa nature. Et il découvre la formule du bonheur. Ce qui lui permet, en même temps, de communier avec l'énergie créatrice du monde. Et quand on le voit dans ce chapitre 1, à côté de moi, il a fait un long voyage. Il était bien au départ comme vous et moi, mais à l'arrivée, c'est un être nouveau. Et c'est pourquoi il me donne ces carnets de voyage. C'est pour qu'à notre tour, nous nous levions, comme il l'avait fait de son côté. Ce qui nous conduit à la dernière phrase de ce chapitre, qui nous révèle le sens caché profond de ce personnage. Je lis cette phrase. Sur ce, riant aux éclats, appuyé sur son bâton, la besace à l'épaule, il s'éloigne, donc notre voyageur s'éloigne, disparaissant peu à peu, comme on dit, que le font nos ombres au soleil de midi. Concrètement, donc, c'est le moment du départ, le moment où il nous quitte et il nous laisse ces fameux carnets de voyage. On note tout de suite qu'il nous les a laissés. C'est-à-dire que le principe espérance est mis en nous, dans notre spiritualité. Le voyage a existé et il le prouve, puisqu'il nous laisse ses carnets de voyage. Il s'en va riant aux éclats. C'est un deuxième élément très important. Il est du côté de la joie de vivre. C'est aussi le sens de ce cochon, le rire, le propre de l'homme. Certains pourront y voir une allusion à un écrit sur le rire qu'aurait fait Aristote et qui aurait été détruit par les prophètes de malheur, qui à chaque fois que nous célébrons la vie essaient de nous vendre
des peurs et de la culpabilité. C'est notamment ce que raconte mon ami Umberto Eco dans son grand roman Le nom de la rose. Je poursuis appuyé sur son bâton. Ne commentons pas pour l'instant ce bâton. La besace à l'épaule. La besace, c'est donc là où il a accumulé toutes les nourritures spirituelles. C'est là précisément d'où il a sorti ce fameux miel de la vallée de miel. Il s'éloigne, disparaissant peu à peu, comme on dit que le font nos ombres au soleil de midi. C'est cela qui a conduit deux lecteurs à beaucoup d'interrogations. Il y en a un qui me dit, cette disparition des ombres, c'est une référence à Platon. Il n'a pas totalement tort. En effet, comme Platon, je pense qu'il faut disperser les ombres, et que la vérité nous permet de disperser ces ombres. Sauf que, chez Platon, le corps est le tombeau de l'âme. Le bonheur n'est pas de ce monde. Socrate attend la mort. Or, le vagabond n'attend pas la mort. Au contraire, il célèbre la vie. Il donne son miel, il donne ses carnets de voyage pour que nous célébrions la vie. Donc, ce n'est pas platonicien. Un autre me dit, c'est très proche de Nietzsche, le soleil de midi. Et il est vrai que ce soleil de midi est une référence à Nietzsche, en particulier à deux de ses ouvrages, au Gai Savoir et à Ainsi parlait Zarathustra. Ce soleil de midi symbolise ce moment où un être est parvenu à la clarté, à la vérité, au point de dissiper toutes ses peurs, sa culpabilité, toutes ces ondes qui empêchent son énergie d'affirmer sa puissance dans le monde. Et ainsi, cet homme, ce qu'il appelle le surhomme, serait capable de créer ses propres valeurs et de donner du sens à sa vie. Précisément, ce soleil de midi du vagabond n'est pas nietzschéen. Ce soleil de midi est universel. Il s'adresse à toute l'humanité, aux Gavroche et aux Cosette. Il ne s'agit pas de créer arbitrairement du sens, mais de trouver le sens de sa propre vie. Non pas de devenir surhumain, mais de devenir humain, toujours plus humain. Le vagabond que nous rencontrons à Central Park, qui donne les carnets de voyage, il a fait disparaître les ombres. Il a trouvé l'harmonie, non seulement en lui, mais avec l'énergie créatrice du monde. Avec ce soleil de midi. Donc, mais il reste une question à la fin de cet épisode. Qui conduit ce personnage ? Est-ce par hasard qu'il va de station en station ? Quel est le sens de cette carte qui lui a été donnée par l'office de tourisme de la vallée du miel ? Pourquoi suit-il cette carte ? Et que signifie donc cet office de tourisme de la vallée du miel ? La suite au prochain épisode.